Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de l'actu, l'émission d'actualité du soir sur le média, que vous nous regardiez sur YouTube, sur notre canal 165 de la Freebox, sur Molotov ou sur lemediatv.fr. Soutenez la riposte du média, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr. Ce dimanche 22 juin à l'aube, le président Trump a annoncé via le réseau social Truth Social une frappe américaine très réussie sur 3 sites nucléaires iraniens. Trump s'est vanté d'avoir établi la dissuasion américaine avec cette attaque qui aurait infligé des dommages extrêmement graves, tandis que l'Iran parle de dégâts assez superficiels et promet des conséquences éternelles. Téhéran menace même de fermer le détroit d'Ormuz, une voie cruciale pour 20% du pétrole mondial. Le président Emmanuel Macron, quant à lui, a appelé à éviter une escalade incontrôlée au Proche et Moyen-Orient. Il réunira ce mardi 24 juin un nouveau Conseil de défense afin de mettre en place une solution démocratique. Mais quelle est la cohérence de cette action? D'un côté, on nous présente cette opération comme une frappe préventive, un acte de défense. De l'autre, plusieurs voix questionnent les frappes israéliennes en Iran qui sont passées sous silence. Le président américain Trump répétait entre 2011 et 2013 que l'ancien président Obama allait attaquer l'Iran car il était incapable de négocier. Aujourd'hui, Trump reproduit le même schéma qu'il reprochait au président Obama. Avec nous ce soir, nos invités Bahram Soltani, professeur émérite à la Sorbonne, et Marie-Christine Bonzon, politologue et spécialiste des États-Unis. Nous allons revenir sur cette attaque, sur les conséquences régionales et globales, mais aussi comment comprendre ce retournement historique. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir Bahram. Merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Alors peut-être une première question pour vous Bahram, en tant qu'Iranien et professeur émérite à la Sorbonne. Comment est-ce que vous avez vécu justement cette dernière semaine marquée par des frappes américaines et israéliennes en Iran? Très affecté parce que j'ai des familles, évidemment en Iran, à Téhéran, à d'autres villes. Et effectivement, ce n'était pas une surprise parce que ils ont déjà planifié ça depuis des mois. Mais je pense que, en fait, il y avait beaucoup d'éléments incompréhensibles de la part des États-Unis, président Trump, et le fait qu'ils ont bien joué un plan très bien établi, très bien calculé, et malheureusement, les Iraniens, ils étaient piégés, il faut le dire qu'ils étaient piégés par déjà des réunions, des négociations à 6 reprises. Et après, en fait, moi, je savais, parce que le problème des régions iraniennes est que la plupart, ils ne sont pas vécus en Occident. Ils ne connaissent pas la mentalité, pas le peuple, mais les deux régions occidentales, ils ne connaissent pas. Et un autre problème est qu'il y a beaucoup de problèmes, des sanctions en Iran. Il était complètement perdu. Mais on savait ce plan, parce que ce plan a été programmé depuis le mois de novembre. Lorsque Netanyahou était aux États-Unis, il a présenté un plan à Trump avant que M. Trump soit élu. Il a présenté le plan très bien établi pendant 60 minutes et il a vu aussi des membres du Congrès qui sont bien pour lui. Et on attendait un petit peu le moment. Mais après, ils ont bien joué les dates, tout ça. Est-ce qu'on va faire, on ne fait pas, est-ce qu'il faut faire la paix, tout ça. Donc c'est ça que je vais élaborer après, si vous permettez. Oui, on détaillera un peu plus tard. Et vous, Marie-Christine, du point de vue justement américain, en tant qu'experte sur le sujet, comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette semaine et puis de ce qui s'est passé hier, du fait que Trump bombarde justement le sol iranien? C'est une semaine extraordinaire, bien sûr, à de nombreux égards. Deux en particulier, les États-Unis reviennent militairement
avec une intervention militaire au Proche-Orient, ce qui n'était pas arrivé depuis pas mal de temps, une action d'ampleur, bien sûr, hein, on l'a vu, avec des bombes et des avions qui n'avaient pas été utilisés dans le cadre d'une intervention militaire depuis leur création, ces avions et à ces bombes. Même pas en Afghanistan, où il faut se rappeler qu'il y avait de nombreux tunnels également dans des montagnes très importantes en Afghanistan où Al-Qaïda s'était réfugié. Et donc les États-Unis n'avaient même pas utilisé cette bombe-là, ce type de bombe. En Afghanistan, ils l'ont fait en Iran. Extraordinaire aussi en ce qui concerne le président Trump, vous le disiez tout à l'heure, voilà un homme politique, puisqu'il est un homme politique et non plus seulement un homme d'affaires, un homme politique qui est apparu sur la scène américaine en 2015, et bien avant d'ailleurs, car il était très connu aux États-Unis, il avait déjà pris des positions aux États-Unis avant même d'arriver dans la campagne présidentielle de 2015-2016, en faisant campagne contre ce que les Américains appellent les guerres sans fin, les endless wars, c'est-à-dire les guerres de type guerre en Irak, guerre en Afghanistan, de guerres que j'ai couvertes depuis Washington en tant que correspondante de la BBC à l'époque. Donc c'est extraordinaire. C'est quelqu'un qui a fait campagne contre ces guerres-là, qui a fait campagne, on le sait, sous la bannière du slogan America First, qu'il a remis au goût du jour, alors que c'était un slogan qui existait déjà au début du XXe siècle aux États-Unis. C'est-à-dire une position qui laissait entendre, d'après tout ce qu'il avait dit jusqu'à présent, qu'il ne commencerait pas une nouvelle guerre. Monsieur Trump, pendant son premier mandat, entre 2017 et 2020 et 2021, n'a pas commencé de guerre. Il le dit et c'est vrai. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est vrai. Là, il vient d'intervenir d'une manière tout à fait spectaculaire, comme il l'a dit, pendant le week-end. C'est un changement fondamental pour lui, et on le voit d'ailleurs très bien, puisqu'il y a des fractures au sein même de sa coalition, une coalition très hétéroclite, il faut le dire. Il a été élu en novembre 2024 avec beaucoup d'électeurs qui n'avaient pas encore voté pour lui, ni en 2016 ni en 2020. Il a constamment élargi sa base électorale, mais en 2024, il a recueilli encore un peu plus d'électeurs indépendants et surtout encore un peu plus d'électeurs démocrates déçus par le Parti démocrate. Or, ces électeurs-là, et d'autres d'ailleurs, sont très réticents à voir les États-Unis s'engager à l'extérieur militairement. Or là, c'est peut-être une ligne rouge, puisqu'on parle de ligne rouge au niveau géopolitique. En politique intérieure aux États-Unis, c'est peut-être une ligne rouge qui vient d'être franchie par le président Trump, qui pourrait le séparer d'une bonne partie de sa base, et notamment de cette base qui est extérieure au Parti républicain, car il faut se rappeler que le mouvement dit MAGA, Make America Great Again, le mouvement de Trump, le mouvement trumpiste, va bien au-delà du simple Parti républicain qu'il a transformé dans une grande mesure, mais va au-delà en allant pêcher des voix parmi les gens qui ne votaient jamais auparavant aux États-Unis, parmi les indépendants, c'est-à-dire ceux qui ne se reconnaissent ni dans le Parti démocrate ni dans le Parti républicain, et comme je le disais aussi, parmi les déçus du Parti démocrate, souvent d'ailleurs d'anciens partisans de l'autre rebelle qui était le rebelle candidat de 2015-2016, c'est-à-dire Bernie Sanders. Et justement, je vous propose d'écouter un extrait du discours prononcé par Donald Trump à la suite de l'opération américaine en Iran. Il a utilisé un ton plus menaçant tout en vantant, je cite, la performance de son armée. Cela ne peut pas continuer. Ce sera soit la paix, soit une tragédie pour l'Iran, bien plus grande que celle à laquelle nous avons assisté ces 8 derniers jours. Rappelez-vous qu'il reste encore de nombreuses cibles. Celle de ce soir était de loin la plus difficile de toutes et peut-être la plus mortelle. Mais si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et compétence, la plupart pouvant être rayées de la carte en quelques minutes. Aucune autre armée du monde n'aurait pu faire ce que nous avons fait ce soir, et de loin. Aucune armée n'a jamais pu faire ce qui vient de se passer. Alors pourquoi Trump est-ce qu'il a choisi justement ce moment pour frapper l'Iran alors qu'il y avait justement des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis qui devaient se tenir à Mascate donc hier à Oman. D'ailleurs Oman a même condamné, je cite, cette agression illégale des États-Unis sur l'Iran. Peut-être on commence avec vous, Bahram. Oui. Je vous remercie. En tout cas, en fait, si vous permettez, je souhaite traiter cet événement
très grave sur plusieurs axes. Premier, c'est perspective historique. Et l'Iran n'a jamais déclenché une guerre depuis 200 ans. N'a jamais déclenché une guerre. Et effectivement, c'est une civilisation très ancienne, 4000 ans. Et effectivement, un pays qui dote d'une civilisation très importante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est le rapport de force géopolitique. Vous avez deux puissances militaro-industrielles dotées des armes nucléaires. Les États-Unis, 6-7 000. Israël, c'est pareil, peut-être 90, 200, en tout cas, ils ont des bombes atomiques. Et effectivement, il attaque un pays qui ne possède pas l'arme atomique. Et il a signé le traité de non-prolifération. Israël n'a pas signé. Pour ce point, l'Iran est membre adhéré à NPT, on dit, traité de prolifération, en 1968. Après, il y avait aussi ratification en 1970 et après 1987. Après, en 2003, l'Iran a été obligé de signer aussi un autre protocole qui a signé, c'est-à-dire pour renforcer les surveillances. Il a signé tout. Il a respecté depuis 2003 toutes les exigences de l'Agence d'énergie atomique. Revenons au cas Israël. L'Israël n'a jamais signé. Il est adhéré à NPT en 1968, n'a jamais autorisé ni les inspecteurs, ni les contrôles. Aucun. Et ça, c'est un problème juridique. C'est-à-dire que moi, évidemment, je ne suis pas juridique, mais je connais le domaine. Une faute des Iraniens était qu'on pouvait très bien montrer un document légal, selon la base légale, et condamner Israël au Conseil de sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de pays arabes qui font un petit peu en silence, ils critiquent l'Israël, mais ils n'osent pas faire. Moi, je ne suis pas pour agression, mais il y avait la possibilité. C'est une erreur importante du gouvernement iranien, qui n'ont pas allé dans cette voie juridique. Et on pouvait vraiment condamner, parce qu'il y a des instances quand même si je crois qu'il n'y a pas des instances fiables, mais ça existe. Et non, ils n'ont pas fait. Donc ça, c'est le premier point. Pourquoi les deux pays, l'Irak et les États-Unis, pourquoi n'est pas légitime? Parce que, madame a noté, il y avait plusieurs attaques au Vietnam, après Irak, Afghanistan, tout ça, et le résultat, les conséquences des morts seulement. Il n'y a pas d'autres conséquences. Ni démocratie au Moyen-Orient, ni démocratie, etc. Il n'y a aucun pays qui a été attaqué par les États-Unis et fait l'objet maintenant des prospères économiques, etc. Il n'y a pas. Maintenant, je reviens sur ce rapport de force. Par exemple, si je fais référence à la guerre Irak-Iran en 1980, qui a été déclenchée par Irak, mais encouragée et effectivement par les États-Unis et les pays occidentaux. Cette guerre a duré 8 ans, avec plusieurs milliers de morts, 1 million on dit, beaucoup de pertes de capitaux. Irak, une stupidité, possédait 36 milliards de dollars réserves. À la fin, il avait une dette de 60 milliards, parce que les pays arabes, notamment l'Arabie saoudite, ils ont donné pour attaquer l'Iran. Et il y avait 22 pays qui vendaient des armes au dos. 22 pays qui vendaient des armes au dos. Et l'Iran a résisté quand même pendant 8 ans, avec beaucoup de problèmes. Donc là, je fais avec du financement massif. Deuxième point, il y a des problématiques institutionnelles. La Charte des États-Unis interdit l'attaque d'un membre à un autre. Et là, ils ont fait, par exemple, il y a la Charte des Nations Unies, on va faire référence à l'article 2, paragraphe 4, qui dit qu'on ne peut pas attaquer un pays membre. Et il y a l'article 51 aussi, qui dit qu'effectivement, pareil, on ne peut pas, le pays a un droit de légitime défense. Et ils ont fait en sorte que, maintenant, le troisième point, NPT, que je vous ai dit, l'Iran a signé, etc. Je ne reviens pas sur ce point parce que je vous ai dit que c'est une sorte de manipulation de la part de l'agence et les pays occidentaux, notamment
Et le fait que l'Israël n'a jamais signé et n'est pas contrôlé, n'est pas surveillé, etc. Et l'Iran est surveillé. C'est-à-dire les inspecteurs de l'agence, ils sont actuellement même en Iran. Ils sont actuellement en Iran. Alors, rapidement, parce que du coup... Bien sûr, oui. voilà. Il y a d'autres points, je vais dire. Il y a dimension... On aura le temps encore, parce que sinon on ne pourra pas... Bien sûr, je vais parler après la dimension morale, ethnique, doctrine de la juste guerre juste, est-ce que ça existe? Et après, je vais vous parler également des légitimités d'Israël et des États-Unis à la lumière de leur passé. C'est-à-dire, si on regarde leur passé, c'est complètement... ils n'ont pas le droit de le faire. Après, j'ai aussi parlé on dit assassinat ciblé, targeted killing. J'ai fait des études sur ce point. Et après, je vais évidemment parler du passé des États-Unis vis-à-vis de l'Iran de 1953. Après, voilà. Et le Shah également, que je vais vous parler, que lui-même, il avait peur des États-Unis. Mais je vais vous parler, même s'il était très atterré. Oui, alors Marie-Christine, on vient d'apprendre justement que l'Iran a tenté de viser des bases américaines au Qatar et que justement le Qatar a annoncé avoir intercepté les missiles iraniens. Qu'est-ce que justement cet acte, cette réponse de l'Iran sur des bases américaines, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'était attendu, bien sûr. Il y a différentes manières pour l'Iran de riposter aux frappes aériennes américaines du week-end. L'une d'entre elles est effectivement d'attaquer l'une des bases. Il y en a plusieurs au Proche-Orient. Il y a environ, bon an, mal an, 45 000 soldats américains stationnés au Proche-Orient, en Arabie Saoudite, à Bahreïn en particulier. Et ce sont des ripostes que les Iraniens avaient déjà menées en 2020, quand Donald Trump avait ordonné une frappe contre le général iranien Qassem Soleimani, qui avait été tué dans cette frappe. Et donc les Iraniens avaient répondu de la même manière en envoyant quelques missiles vers une base située en Irak à l'époque. Donc il faut s'attendre, et je suis sûre que le président Trump et son équipe à la Maison-Blanche s'attendaient à ce type de riposte. Il peut y en avoir d'autres. Pendant les années Biden, on le sait, il y a eu une politique essentiellement de frontières ouvertes au sud des États-Unis, à la frontière avec le Mexique. Or, il est apparu que certains Iraniens se sont infiltrés à l'intérieur des États-Unis à la faveur de ces vagues d'immigrants illégaux, à tel point que au moins une tentative d'attentat contre le candidat Trump pendant la présidentielle de 2024 avait été déjouée et que 2 Iraniens avaient été jugés à New York pour cette tentative d'assassinat qu'ils étaient en train de fomenter aux États-Unis même. Donc, l'une des préoccupations actuelles des dirigeants américains est également, et d'ailleurs on vient de le voir aujourd'hui, ils ont transmis donc à l'administration Trump des instructions aux différents gouverneurs des États fédérés des États-Unis, de manière à ce que les mesures de sécurité soient renforcées aux États-Unis même, au cas où justement il y aurait des cellules, si vous voulez, clandestines, pro-iraniennes, à l'intérieur des États-Unis, qui pourraient fomenter des attentats. L'autre riposte, évidemment, que les Iraniens peuvent envisager, c'est toujours, bien sûr, de fermer le fameux détroit d'Ormuz. Cela dit, bien sûr, les Iraniens dépendent énormément de leurs exportations de pétrole, notamment vers la Chine, pour leur développement économique et surtout pour financer leur appareil répressif et leur appareil militaire. Et donc, il n'est même pas de leur intérêt de fermer le détroit d'Ormuz à ce stade. Donc, on le voit, pour le moment, la seule riposte a été de 2 ordres. D'une part, effectivement, cette frappe que vous annonciez sur la base américaine située au Qatar, mais également, il faut le voir également aujourd'hui, on a vu une attaque cyber lancée contre le réseau social créé par Donald Trump, Truth Social, qui a créé quelques perturbations sur ces réseaux pendant quelques heures aux États-Unis. Et justement, est-ce qu'on peut dire que cette attaque américaine, elle s'intègre dans la guerre aussi lancée par Israël ? Est-ce qu'on peut appeler ça une guerre idéologique, une guerre électorale ou une guerre stratégique, quand on sait que Trump a proposé même un changement de régime en Iran et que Netanyahou, lui, tente justement de sauver son image politique en plein tourbillon médiatique ? Peut-être vous en premier, Bahram, et ensuite... Première remarque par rapport à ce que vous avez souligné, les États-Unis
n'est pas légitime pour parler de changement de régime. Pourquoi? Parce que c'est les Iraniens qui doivent décider. C'est au peuple iranien qui doit décider. On ne peut pas intervenir dans un pays, dire on va changer tel ou tel dirigeant ou tel ou tel point. Les États-Unis, et surtout l'Israël, n'a pas le droit de parler ça. Parce que si l'Israël souhaite, évidemment, c'est dans leur intérêt. Parce qu'il y a une partie des Iraniens qui sont fatigués du régime iranien. Moi, je ne suis pas forcément pour le régime iranien. Leur politique interne, c'est mauvais. Mais les États-Unis, au regard de leur passé, n'ont pas la légitimité de dire on doit changer telle ou telle chose. Est-ce que les États-Unis, pour montrer un seul pays dans le monde, avec leur aide, ils ont instauré la démocratie? Non, il n'y a pas. Maintenant, si vous permettez, parce que c'est une question de just war. Juste voir. Est-ce que cette guerre déclenchée par tout d'abord les États-Unis, Israël et les États-Unis est juste? Je vais vous parler de est-ce qu'ils ont le droit, parce que ces droits appartiennent à une autorité juridique, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Oui. Il n'y a pas vote. Il n'y a pas vote d'approbation du Conseil de sécurité pour déclencher. Et deuxième point est que le droit dans la guerre impose une sorte de proportionnalité. Il n'y a pas de proportionnalité. Il y a un pays faible, c'est-à-dire sous embargo depuis 30 ans, depuis 40 ans, qui n'a jamais demandé l'aide des autres pays, qui est sous sanctions financières, matérielles, c'est-à-dire militaires, et il y a 2 puissances militaires dans le monde qui attaquent ce pays. Donc il n'y a pas de proportionnalité. C'est-à-dire que moi je pense que les gens doivent comprendre que l'Iran est en face du monde, c'est-à-dire sauf la Russie qui est engagée en Ukraine et la Chine qui ne souhaite pas intervenir parce qu'il y a des éléments politiques, les conflits avec les États-Unis, l'Iran et les pays arabes qui sont silencieux, qui souhaitent implicitement, certains, que l'Iran ne soit pas actif ou ne dote pas des pays. Bon. Maintenant, aussi, ce point est que je vous ai cité le fait qu'il n'y a pas conseil de sécurité. Les États-Unis n'ont jamais demandé. Le président Trump a décidé, parce que même sur ce point, il est un petit peu ambigu. Est-ce qu'il a le droit? Parce que le Congrès peut très bien... Il n'est pas allé vers le Congrès même. Voilà, ça c'est un élément qui est très important. Et le fait que la Charte des États-Unis, la Convention de Genève, tout ce qui concerne et tout ça indique qu'il n'y a pas de guerre préventive. Il n'y a aucun article de Nations Unies, la charte, qui indique qu'on peut intervenir d'une manière préventive. Qu'est-ce que ça veut préventive? C'est-à-dire que dans la tête d'un dirigeant ou bien une équipe de dirigeants, ils vont dire parce qu'on pense qu'il y aura une hypothèse. Voilà. On reviendra justement tout à l'heure sur la notion d'attaque préventive. Voilà. Une réponse peut-être de votre part sur Marie-Christine, justement, sur comment est-ce qu'on peut nommer cette guerre et est-ce qu'elle s'intègre justement dans la guerre lancée par Israël? Alors, ce sont des frappes aériennes. Est-ce qu'il y aura guerre après cela? Et c'est l'une des notions, justement, le professeur parlait effectivement de cette notion de guerre et de déclaration de guerre et de problèmes éventuellement que M. Trump pourrait avoir avec le Congrès. On entend des voix à Washington, aussi bien démocrates que républicaines, s'élever pour dire que ces frappes aériennes ne sont pas constitutionnelles, voire illégales, parce que le président Trump n'a pas demandé l'aval du Congrès. Il faut se rappeler qu'aux États-Unis, depuis 1942, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale globalement, aucun président américain n'a demandé l'aval du Congrès véritablement pour obtenir une déclaration formelle de guerre. Les présidents américains se sont aventurés ou ont fait des guerres, ont participé à des guerres. Il faut rappeler que la guerre de Corée, la guerre du Vietnam n'ont pas été des guerres déclarées.
par le Congrès. Donc, il y a, si vous voulez, un bras de fer qui se fait à Washington entre le Congrès et la Maison-Blanche sur cette question. Le système politique et constitutionnel américain est un système qui, de plus en plus dans la pratique, se présidentialise, c'est-à-dire que le rôle du Congrès diminue peu à peu, et notamment chaque président américain, qu'il soit démocrate ou républicain, essaye de tester les limites de son pouvoir et du pouvoir du président, notamment vis-à-vis du Congrès, et en particulier dans le domaine de la politique étrangère, où il faut se rappeler bien sûr que les États-Unis, contrairement à un pays comme la France, continue de considérer que la force militaire est l'un des outils de politique étrangère que se réservent les États-Unis, et de façon unilatérale également, bien qu'effectivement il y ait quelque chose qui s'appelle l'ONU qui existe à New York. Et donc, si vous voulez, il y a ce bras de fer qui se déroule à chaque fois, le Congrès demandant à être consulté, à donner son aval au titre de la Constitution, tout à fait, et le président républicain ou démocrate insistant pour dire que c'est sa prérogative en tant que commandant en chef. Les deux branches législative et exécutive, peuvent tous les deux s'appuyer sur la Constitution des États-Unis pour faire valoir leurs arguments, et on va voir, et on le voit déjà, cet argument se développer entre la Maison-Blanche et le Congrès actuellement. Le président Trump a agi contrairement à tout ce qu'il avait dit auparavant sur la nécessité de rester en dehors de guerre et de ne pas déclarer des guerres, de ne pas participer à des guerres à l'étranger, de se consacrer à America First, dans le sens où il promettait de s'intéresser d'abord aux problèmes des Américains, et c'est ce que veulent la grande majorité des Américains. Ils ne veulent pas, comme je le disais, de guerre sans fin, et ils veulent surtout que l'argent des contribuables américains, leur argent, soit consacré à régler les problèmes des Américains aux États-Unis. Ça, c'est une chose majeure. Alors maintenant, si le président Trump s'aventure sur quelque chose comme le changement de régime, et on l'a vu un petit peu jouer lors d'un tweet aujourd'hui, en tout cas il y a quelques heures, en lançant cette idée avec une question rhétorique sur mais pourquoi pas un changement de régime en Iran. Là, il y a deux choses possibles. Soit il pense réellement à engager les États-Unis dans quelque chose qui ressemblerait à une guerre de changement de régime, et ça serait véritablement un tournant majeur pour lui sur le plan idéologique, puisqu'il était opposé jusqu'à présent, ou alors il lance ça dans le débat comme ça sur un tweet, et donc c'est évidemment repris un petit peu partout dans le monde, pour suggérer qu'il pourrait appuyer de manière extérieure un changement de régime qui serait mené par l'opposition, la dissidence iranienne, si elle est encore en état d'être active sur le terrain en Iran à l'heure actuelle. Donc pour le moment, ce qu'on a vu, c'est un Donald Trump qui, dans un premier temps, a dit qu'il ne voulait pas agir militairement vis-à-vis de l'Iran, qu'il voulait ouvrir un dialogue, ce qui avait également heurté certains républicains, et qui ne voulaient absolument pas d'un dialogue avec l'Iran. C'était la première fois que les États-Unis discutaient directement, il faut le rappeler, avec l'Iran depuis des décennies. Donc il avait engagé ce dialogue à travers son fameux conseiller à tout faire et négociateur à tout faire, Steve Witkoff, qui est également chargé du dossier des négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ça fait beaucoup, mais bon, il avait engagé ce dialogue. Et là, il s'est passé quelque chose avec les frappes israéliennes, c'est que les frappes israéliennes, visiblement, ont convaincu la Maison-Blanche qu'il y avait là une opportunité historique pour les États-Unis de terminer le travail, entre guillemets. Comme aurait dit Joe Biden l'année dernière, finish the job, c'est-à-dire d'essayer d'annuler, ou en tout cas je dirais de retarder considérablement le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran, en bombardant avec ces fameuses bombes tout à fait spéciales qu'ont les États-Unis et qui ont été employées pour la première fois le week-end dernier. Donc on verra dans quelle direction le président Trump s'aventure, si vous voulez, mais il aura à rendre des comptes non seulement au Congrès, mais aussi à l'opinion publique américaine, et comme je le disais tout à l'heure, à sa base, qui est fracturée. Et d'ailleurs, ces fractures, on les ressent également au sein même de l'administration Trump. On a vu, juste avant les frappes aériennes américaines, une discussion quasiment en temps réel, ouverte, publique, entre le président Trump et sa propre chef des services de renseignement, Tulsi Gabbard, qui est une ancienne démocrate, une ancienne députée démocrate d'Hawaï, et qui a toujours été, je dirais, à la proue du mouvement anti-guerre, éternel, si vous voulez. Et elle dirige désormais
17 agences de renseignement. Et le président Trump a dit qu'elle avait tort, parce qu'elle avait dit lors d'un témoignage devant le Congrès sous serment au mois de mars que si le programme iranien d'enrichissement était à des niveaux jamais atteints jusqu'à présent, pour le moment, en mars, l'Iran ne disposait pas d'une bombe et n'était pas prêt de disposer d'une bombe. C'était l'évaluation de la CIA et d'autres agences américaines de renseignement. Or, le président américain a contredit sa propre chef des renseignements publiquement il y a à peine quelques jours, juste avant les frappes aériennes. Donc on voit que ces dissensions, ces fractures, ces désaccords autour du sujet si important depuis, comme le rappelait votre autre invité, le désastre de l'invasion injustifiée de l'Irak de Saddam Hussein en 2002-2003, le traumatisme que cela a été pour les États-Unis et le rejet des Américains vis-à-vis de ces guerres de choix et de ces guerres aventureuses. Tout cela provoque des fractures en temps réel aujourd'hui, on s'en rend compte, non seulement au sein du peuple américain, au sein des deux partis, puisqu'il faut le rappeler, il y a des démocrates actuellement au Congrès qui sont favorables à ce que fait le président Trump. Il y en a beaucoup qui appellent à cette destitution, mais il y en a aussi qui sont favorables. Et puis au sein du Parti républicain, comme je le disais également, des dissensions. Donc c'est quelque chose où il aura à rendre des comptes des deux côtés, à l'international et également. Mais il faut rappeler en tout cas que tous les présidents américains, depuis Bill Clinton, depuis essentiellement l'arrivée des mollahs à Téhéran en 1979, tous les présidents américains sont d'accord pour dire sur le fond que l'Iran ne doit pas être autorisé à posséder l'arme atomique. C'est un consensus. Maintenant, il y a eu évidemment des manières de faire. Barack Obama a choisi la voie diplomatique en 2015 avec l'accord qu'il a passé sous l'égide des États-Unis, de la Russie, de la France et d'autres pays européens comme l'Allemagne avec l'Iran. Cet accord a été déchiré essentiellement par Donald Trump à son arrivée à la Maison-Blanche en 2017. Donald Trump donnait l'impression, il y a encore quelques jours, de vouloir renouer, comme je le disais, le dialogue, ce qui était historique depuis 2015. Et ça, c'était un dialogue direct, bilatéral, avec Steve Witkoff et les responsables iraniens. Et là, on est parti vers autre chose, probablement parce que Donald Trump, et il l'a dit, a estimé que le dialogue ne menait à rien, que les Iraniens étaient en train de mener en bateau les États-Unis et que par ailleurs, Israël avait fait des progrès, notamment en éliminant essentiellement la défense aérienne irakienne et qu'il y avait là, comme disent les Américains, une fenêtre d'opportunité pour que l'aviation américaine puisse intervenir et détruire, en tout cas ils l'espèrent, les sites de Natanz, d'Ispahan et surtout le site de Fordo. Il faut noter par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez tout à fait en début d'émission, que pour le moment, l'évaluation des dégâts n'est pas encore finalisée au Pentagone. Cela prendra plusieurs jours. Le chef de l'état-major l'a signalé lors de sa conférence de presse hier. Même si le président Trump estime que cela a été complètement détruit, complètement oblitéré, dit-il, il n'est pas encore sûr que cela soit le cas. Merci. Justement, comment est-ce que vous réagissez au fait que plusieurs pays, dont les États-Unis, estiment que l'Iran ne doit pas avoir justement l'arme nucléaire et en même temps le Parlement iranien a voté donc la fermeture du détroit d'Ormuz. Quelle est selon vous la probabilité justement que ce scénario soit mis en place? Et pour rappel, justement, ce détroit permet de faire passer plus de 20% justement du pétrole pour pays occidentaux. Évidemment, il y a une proposition de Majlis, on dit, voilà, Parlement iranien, mais personnellement, je ne suis pas pour, parce que l'Iran a des contrats à long terme avec la Chine, parce qu'une grande partie du pétrole chinois passe par, également acheté par aussi de l'Iran, mais aussi le fait que ça va créer des difficultés. Maintenant, ce point, bon, c'est un petit peu délicat, même attaque vers les bases militaires américaines, il y a 5 bases importantes, ça va créer plus de difficultés. Maintenant, si vous permettez, je reviens sur on a parlé un petit peu de passer des États-Unis en matière guerrière. Oui. En fait, dans ce domaine, Israël, depuis sa création en 1948, est en guerre tout le temps, partout, vers les pays arabes, vers maintenant le Palestinien, 60 000 morts, les enfants, etc. Bon. Déjà, c'est
c'est une gravité importante. C'est-à-dire que attaquer, évidemment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas le droit à la défense, mais attaquer un pays d'endroit qui est même plus petit qu'une région française, par exemple Bretagne, et même l'Israël, il est 21 000 kilomètres, il est presque la même chose que la guerre Bretagne. Maintenant, là, c'est le premier point. Il a attaqué après Liban, attaqué la Syrie. Donc, c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit. C'est un plan très bien organisé depuis longtemps et mis en place depuis novembre 2024. Maintenant, peut-être, là, je ne peux pas parler de légitimité morale ou juridique d'Israël parce que tout le monde reconnaît. Il ne signe rien, il est toujours... Depuis 1972, les États-Unis ont mis 45 fois veto pour protéger Israël. Il est toujours protégé, politiquement protégé par les Israéliens au Conseil de sécurité. Et voilà, c'est-à-dire politiquement il est protégé, militairement il est protégé, financièrement. Financièrement, il y a un contrat, on dit $10 million. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que l'Israël, pour des raisons diverses, tombe en faillite, les États-Unis doivent, dans 3 jours, respecter et payer la dette. C'est-à-dire financièrement, militairement, politiquement, tout ça. Donc, je ne peux pas vraiment parler de légitimité d'Israël. Parce que les États-Unis, il est là, donc voilà, il souhaite. Maintenant, peut-être, madame, elle a parlé d'assassinat, qu'on dit target killing. Que je connais un petit peu le sujet parce que dans la plupart des cas, Israël, depuis sa création, selon les données des Israéliens, c'est-à-dire c'est noté, il y a des listes que j'en ai, ils ont tué 296 personnes jusqu'à août dernier, que j'ai arrêté l'étude. 296 personnes. C'est-à-dire vous attaquez une personne, comme ils ont fait maintenant, c'est 296, je dis le chiffre actuel. Quand vous attaquez une personne à la maison ou une voiture piégée, etc., il y avait des femmes, des enfants qui étaient tués. Mais il était innocent, il n'avait rien à faire avec la personne. Et même la personne qui a commis des erreurs ou fautes, ou bien, il doit être jugé. Pas être tué, parce que tué, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait. Bon, ils ont, selon esthétiquement, les Israéliens donnent avec la date, le nom de la personne, où c'est passé, 296. Maintenant, ils ont tué beaucoup de généraux et aussi savants. Ce chiffre, j'ai calculé, maintenant, ça revient à 400 personnes, jusqu'à maintenant. Parce que là, c'est interdit. On est où? C'est-à-dire, vous attaquez une maison, vous attaquez, par exemple, quelqu'un, parce que, supposons qu'il est criminel, on n'a pas le droit de le faire. Donc, target killing ou assassinat ciblé, c'est la faute des Nations Unies, ils ne répondent pas. Moi, j'ai évoqué ce sujet il y a un an. J'ai écrit des lettres. C'est-à-dire, ils ne répondent pas. Ils ne savent pas comment on va le dire. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? C'est-à-dire, quand on lit des articles de... Voilà. Maintenant, si vous voulez que je dise un petit peu quelques mots concernant le passé des États-Unis en Iran, c'est-à-dire que... Très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Bien sûr. Voilà. Maintenant, je vais vous dire. Les Iraniens, peut-être en apparence, peut-être une partie, ils sont pour les États-Unis. Mais la plupart des Iraniens, les gens, ils ne savent pas. En 1920, le Shah d'Iran, le père du Shah d'Iran, a été exilé par les Britanniques. En 1958-57, le Shah d'Iran a été expulsé par les Américains, les généraux américains. Maintenant, le Shah, je vous raconte quelques anecdotes. Lui-même, il a écrit après que moi, j'ai accueilli 45 000 Américains sur le sol iranien. J'ai financé, hébergé tout ça. Après, je suis allé faire appel à leur porte quand j'étais malade. Et il a écrit, c'est pas... Voilà. Et quand j'étais malade, et ils ont dit, non, vous ne pouvez pas entrer ici. Vous devrez aller à Panama ou au Maroc. Et après, finalement, il est mort. Donc ce point, c'est un indicateur important que
les Iraniens ne doivent pas faire confiance aux Américains et à leur promesse qu'on va venir instaurer la démocratie. Voilà, donc ça, si vous voulez, je vais peut-être, s'il y a une petite conclusion, après à la fin, je vais... Je ne sais pas si on aura le temps, parce qu'il nous reste une question et je vous laisse 2 minutes chacun. Justement, il y a Antonio Guterres, donc le secrétaire général des Nations Unies, qui s'est déclaré gravement alarmé par le recours à la force par les États-Unis. Il ajoute, je cite, « Il y a un risque croissant que ce conflit échappe rapidement à tout contrôle, avec des conséquences catastrophiques pour les civils, la région et le monde. » Et on vient d'apprendre justement que lors d'une déclaration, Emmanuel Macron a parlé de pas de l'égalité aux frappes justement américaines. Pour lui, justement, elles ne sont pas légales. Et aussi, il insiste sur le fait que je ne pense pas que l'on puisse se substituer à un peuple pour changer ses dirigeants. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que Trump parlait d'une volonté en tout cas de changement de gouvernement. Comment est-ce que, selon vous, Macron peut-il proposer justement un cadre ou non, pour sortir de l'escalade, parce qu'on a bien vu qu'on lui avait reproché au départ d'être spectateur, mais là on voit qu'il revient quand même avec des déclarations politiques assez fortes, donc il nous reste moins de 5 minutes, 2 minutes chacun. Marie-Christine. Les Européens et la France en particulier peuvent toujours essayer, effectivement. Je crois que là, les États-Unis sont, je dirais, à un carrefour, soit il s'arrête après les frappes que nous avons vues ce week-end, soit il continue donc à soutenir de temps en temps l'allié israélien dans la région, l'allié historique, bien sûr, puisque les États-Unis sont l'allié d'Israël depuis la création de l'État hébreu, et selon la doctrine qui prévaut de plus en plus à Washington, à savoir que les États-Unis arrivent dans une certaine région pour appuyer militairement un partenaire régional. Ici, au Moyen-Orient, appuyer le partenaire israélien notamment, avec l'appui d'ailleurs discret, mais l'appui quand même de nombreux pays arabes, dont l'Arabie saoudite, qui fait passer son accord vers Washington en privé, mais même si en public, parfois, certains pays arabes dénoncent cette attaque. Ou alors, les Américains vont s'engager dans une guerre de plus grande ampleur au Proche-Orient, et ça serait contre l'opinion publique américaine, où d'ailleurs, il faut le noter, il y a un tassement du soutien en faveur d'Israël. Le soutien en faveur d'Israël au sein de la population américaine toujours important, environ 55%, mais c'est en nette baisse par rapport à il y a quelques années. Donc ce sont des paramètres qui seront pris en compte, je l'imagine, par la sphère politique à Washington de manière générale, et en particulier par la Maison-Blanche. Donc il y a là une série de... Et alors comment peuvent s'intégrer la France et les pays européens là-dedans? Ça paraît difficile, mais ils peuvent toujours essayer. Le président Trump, jusqu'à présent, a traité un petit peu avec désinvolture, je dirais, les efforts de M. Macron, en tout cas la semaine dernière, avant les frappes. Comment les traitera-t-il pour le moment maintenant, après les frappes? C'est à voir. Mais pour le moment, il est sûr que... il faut noter quand même que le président Trump, même après les frappes de ce week-end, a signalé aux Iraniens que la porte pouvait être encore ouverte pour la négociation. Alors, est-ce que ça serait une négociation directe comme celle qui avait été entamée il y a encore quelques jours entre Steve Witkoff et les dirigeants iraniens, ou une négociation indirecte à travers la France et d'autres pays européens notamment? On verra bien. Merci Marie-Christine. Et pour vous, Bahram? Effectivement, c'est-à-dire que, comme j'ai dit des éléments, j'ai montré Charte des Nations Unies, etc. Cette guerre n'est pas légale. Il n'y a pas vote de sécurité, Conseil de sécurité. Et sur le plan juridique, on a montré qu'il n'y a pas, évidemment, ni légitime, parce que les deux pays qu'on a mentionnés, qu'ils ont attaqué un pays, les deux puissances militaires ou industrielles, avec armes atomiques, ils attaquent un pays qui ne possède pas. Dans l'hypothèse qui aura la possibilité, mais c'est une hypothèse. Et l'agence aussi, qui a joué un rôle, malheureusement, c'est-à-dire il a protégé Israël. Notamment Raphaël Groussy, il est mis en cause maintenant. Oui. On peut montrer un dossier contre lui parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui montrent qu'il a organisé ça. Maintenant, concernant la discussion avec les Iraniens, ils ont bien joué parce qu'il avait l'intention de le faire. Mais chaque fois, il disait « venez, on va négocier, etc. » Mais il avait l'intention d'attaquer parce que dès le départ, ils n'ont pas dit qu'au cas où vous n'acceptez pas, on va faire telle ou telle chose. Donc, moi, je pense que malheureusement, les pays les Européens,
ils ont tort. Parce qu'à long terme, ils vont perdre. Parce que les États-Unis est maître de jeu. Et toujours les Européens, ils reviennent trop tard. C'est-à-dire ils attendent un petit peu, comme le cas de Palestine. Ils reviennent à la fin, ils n'arrivent pas. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont laissé passer Ils ont laissé passer. Et le maître de jeu maintenant, c'est les États-Unis et son allié, c'est-à-dire protéger Israël. Maintenant, concernant l'Iran, qu'est-ce qu'il peut faire? Moi, je pense qu'il avait les cartes juridiques. Je vous ai dit qu'il y avait la possibilité de droit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il doit tout d'abord protéger le peuple iranien. Ne réagit pas d'une manière agressive vis-à-vis des Iraniens, parce qu'à l'heure actuelle, les Iraniens, à l'heure actuelle, ils sont contre les États-Unis, parce qu'ils sont attaqués, même si une partie elle était pour les Occidentaux. Maintenant, il faut garder le peuple. Et là, l'erreur que le régime iranien a commis est qu'ils ont oublié ça. Ils pensaient qu'avec l'arme atomique ou telle ou telle chose, ils peuvent faire face à grandes puissances comme les États-Unis. On ne peut pas le faire. Ni les Occidentaux à l'ensemble, ils ne peuvent pas battre les États-Unis. Donc, en résumé, je pense que l'erreur a été commise. Et il faut maintenant être... Et je pense qu'à la fin... Qui va gagner? Évidemment, les États-Unis vont gagner, l'Israël va gagner, mais à court terme, parce que le peuple iranien a une grande mémoire. Ils n'oublient pas, ils n'ont jamais oublié qu'en 1953, il y avait un coup d'État contre un premier ministre légalement élu, Mossadegh, et il était évidemment l'objet de ça. Maintenant, si vous permettez, je vais montrer. La guerre, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est la guerre. C'est une petite fille qui s'appelle Houra. J'ai écrit un article pour elle, palestinienne, qui a perdu ses parents. Il a perdu les mains, les jambes, tout ça. C'est la guerre. Il n'a personne. Maintenant, elle vit avec... Oui, la Palestine a le taux, malheureusement, le plus élevé d'enfants amputés. Voilà. Et les Iraniens, maintenant, j'ai des photos sur mon téléphone, je peux vous montrer, mais ce n'est pas nécessaire parce que je ne joue pas avec les... Voilà. Mais ça, c'est très grave pour le monde occidental parce que c'est une civilisation importante, éduquée, avec beaucoup d'éléments moraux. Et malheureusement, je pense sur le plan moral, éthique, l'Occident est perdu. C'est-à-dire, il y a Emmanuel Todd, un grand sociologue, qui raconte qu'évidemment, l'Occident perd tout. Et sur le plan, si vous perdez sur le plan moral, après, le reste, c'est mécanique. C'est-à-dire, ça ne joue pas beaucoup de choses. Merci Bahram Soltani, merci Marie-Christine Bonzon. Et merci à vous d'avoir regardé Au cœur de l'actu sur votre Freebox, sur Molotov, sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7 et sur lemediatv.fr. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous nous regardez sur YouTube. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Stérin pour installer l'extrême droite au pouvoir, le média lance Riposte, une contre-offensive citoyenne pour développer notre chaîne d'infos populaire et indépendante sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Soutenez-nous sur campagne.lemediatv.fr. Restez connectés aux médias et je vous souhaite une excellente soirée. Merci.